Bonjour, bienvenue au château fort de Bouillon. Donc, je suis guide ici et je vais vous faire découvrir ce château. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un château fort ici? On a fait un château fort ici à Bouillon parce que dans le temps, il y avait une route très importante qui passait par ici. Et cette route, elle reliait la Francie à la Germanie. Et ici au centre, il y avait un pays qui ne s'appelait pas encore la Belgique, mais qui s'appelait la Lotharingie. Donc le château fort de Bouillon était situé en Lotharingie et devait surveiller le passage entre la Francie et la Germanie. Bien sûr, quand il y a des soldats qui passent sur cette route, ça peut toujours faire des problèmes parce que les soldats voulaient toujours venir attaquer le château fort pour venir prendre des richesses du château fort et venir prendre la nourriture du château. Et donc le château, il devait se protéger. Et pour se protéger, le château, on y a pensé dès la construction. On a construit ici le château sur une butte. Quand on voit, on est ici très haut. Et ça, c'était une bonne protection parce que si les ennemis voulaient attaquer, ils étaient obligés d'escalader la colline. Et quand on escalade une colline, bien sûr, quand on arrive en haut, on est déjà fatigué. Et si on est fatigué, on sait moins bien se battre. Donc c'était une excellente protection que de faire le château sur une colline. Alors la deuxième protection naturelle, c'était la rivière qui est ici, c'est la Semois. Alors la Semois, elle fait ici toute une boucle autour du château, donc c'est son méandre. Et on a construit le château fort de Bouillon au milieu du méandre de la Semois. Et ça, c'était aussi une bonne protection parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pont. Et donc, si l'ennemi aurait voulu attaquer, il aurait dû passer dans la Semois. Bien sûr, quand on passe dans l'eau, on est mouillé. Si on est mouillé, après, on sait moins bien se battre. Et puis par après, quand on avait inventé la poudre, si la poudre était humide, elle ne fonctionnait plus. Donc, on ne savait plus utiliser les fusils. Et puis, ils ont utilisé différentes protections encore, comme ici. Ça, c'est le fameux pont à bascule. Nous allons le voir. Ce pont à bascule, c'est un petit peu différent du pont-levis. Un pont-levis, ce serait un pont qui serait uniquement à l'extérieur du château. Et le pont à bascule, vous le voyez, il est d'une pièce à l'extérieur et il continue aussi à l'intérieur du château. Et ici, au niveau de la porte, ici, il y a un axe. Et comme son nom l'indique, le pont, il vient basculer comme ça autour de son axe. Alors le pont à bascule, à l'extérieur du château, ça fait le même effet qu'un pont-levis. Donc on vient fermer la porte du château en laissant ici devant un grand trou. Mais la grande différence par rapport au pont-levis, c'est que le pont à bascule, il vient créer un grand trou aussi à l'intérieur du château. Et c'est dans ce grand trou à l'intérieur qu'on va mettre tout le mécanisme pour que le pont il puisse basculer. Alors pourquoi s'est-on amusé à faire un pont à bascule et pas un pont-levis? Ça c'est à cause d'une invention. Au tout début du château, on n'avait pas encore inventé la poudre, donc nous n'avions pas encore inventé la poudre pour les fusils et les canons, donc il n'y avait pas encore les canons. Mais une fois qu'on avait inventé la poudre, les ennemis pouvaient se mettre là-bas tout au bout, et puis avec les canons, ils auraient pu tirer sur les chaînes d'un pont-levis. S'ils arrivaient à casser les chaînes du pont-levis, le pont retombe et l'ennemi rentre dans le château. Tandis qu'avec un pont à bascule comme ça, il n'y a plus de chaînes, puisque tout le mécanisme est là à l'intérieur. Donc les ennemis ne savent plus casser les chaînes puisqu'il n'y en a plus. Au pire, ils peuvent casser la porte. Mais s'ils cassent la porte, il reste toujours le grand trou ici devant. Et donc on voit qu'un pont à bascule était bien plus sécurisant qu'un pont-levis à l'entrée d'un château. Alors ici, on se trouve donc dans la deuxième partie du château. Et on se trouve déjà à la troisième protection. Donc la première protection, c'était le pont à bascule. La deuxième protection, c'était le pont-levis qu'on a passé juste avant. Et ici, on se trouve au niveau de la herse. Alors la herse, tout le monde connaît le principe. La herse, quand elle est abaissée, les ennemis ils sont bloqués derrière la herse, ils ne savent plus avancer. Et les soldats du château, à partir des fenêtres là-bas qui sont plus hautes, peuvent facilement tirer sur l'ennemi à travers les barreaux de la herse. Alors les ennemis, ils auraient pu essayer de soulever la herse pour passer en dessous. Mais pour protéger la herse, vous voyez au-dessus de votre tête ici, il y a des grands trous. Un ici et un là-bas plus loin. Ces grands trous, ça s'appelle des assommoirs. Et par ces trous-là, on faisait tomber de la poix. Alors, qu'est-ce que c'est la poix? La poix, c'est la résine des sapins et des épicéas qu'on a fait chauffer. On la déversait par l'assommoir ici, elle se répandait ici partout sur le sol. Et puis, on jetait un flambeau dans la poix. Toute la poix brûlait. Et si les ennemis ne voulaient pas terminer en saucisse, ils avaient intérêt à ressortir du château. Alors ici, on se trouve sur l'escalier Vauban. L'escalier Vauban, il a été fait pour pouvoir rejoindre les étages du château. Et cet escalier, il a une particularité, c'est qu'il est fait sans ciment et sans mortier. Et si on regarde la pierre ici, on voit la pierre en haut, là, qu'elle est conique. Donc cette pierre est plus large au-dessus qu'en dessous. Et donc si cette pierre-là voudrait tomber, en tombant, elle va pousser sur toutes les autres. Elle va donc mettre toutes les autres en pression. Et c'est ça qui fait que le système tient en équilibre.
En fait, ça s'appelle la clé de voûte. C'est le même système que dans les arcs romans et les arcs gothiques des églises. C'est cette clé de voûte qui fait que le système reste en équilibre sans ciment et sans mortier. Alors ici, on se trouve au niveau du puits du château. Le puits du château, il est assez profond, il fait entre 55 et 60 mètres de profondeur. Et il permettait donc de rejoindre une nappe phréatique qui était alimentée par la semois. Mais au lieu de jeter des petits seaux de 10 litres et de les remonter chaque fois avec une corde, ils avaient eu l'idée de jeter des grandes bassines qui pouvaient avoir jusqu'à 100 ou 150 litres d'eau. Le seul problème, c'est que pour remonter une telle bassine, c'était beaucoup trop lourd. Alors ils ont eu l'idée de construire une roue, la roue du puits qu'on voit ici. Et cette roue était en fonctionnement parce que 2 prisonniers pouvaient marcher à l'intérieur. Et en marchant à l'intérieur, ça faisait tourner la roue dans un sens et donc descendre la corde avec la bassine jusqu'au fond du puits. Dès que la bassine était pleine d'eau, ils marchaient dans l'autre sens, ça faisait remonter la bassine. Et dès que la bassine arrivait ici au sommet, l'eau pouvait s'écouler par un petit conduit qui est ici à l'extérieur, que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, on se trouve devant le puits. Le puits fait entre 55 et 60 mètres de profondeur. Et l'eau du puits était très importante à l'époque. Donc l'eau ici, ça servait à 3 choses. Ça servait bien sûr d'abord à donner au boire aux soldats du château. Ensuite, l'eau permettait d'éteindre les incendies parce qu'il y avait énormément de bâtiments en bois ici dans la cour d'honneur du château. Et quand l'ennemi attaquait le château, il pouvait envoyer des flèches enflammées par au-dessus des murailles, puis par après, il pouvait tirer avec des boulets. Et vous avez peut-être déjà entendu l'expression tirer à boulet rouge, qui consistait à chauffer rouge vif un boulet de canon qui à l'époque était métallique. En arrivant sur les murs du château, le boulet pouvait éclater en 1000 morceaux et chaque petit morceau pouvait mettre le feu à un bâtiment en bois. Et puis la troisième utilité de l'eau, c'était bien sûr pour remplir les douves qu'on a vues à l'entrée du 2e pont-levis. Et les douves avaient aussi comme fonction de protéger le château, parce que si l'ennemi voulait attaquer, c'était comme pour la semois, il était obligé de passer dans l'eau. Et quand on passe dans l'eau, on est mouillé. Et si on est mouillé, on sait moins bien se battre. Alors ici, nous arrivons à l'entrée du souterrain. Le souterrain du château, il est très très long, il fait à peu près 70 mètres de long. Et nous voyons ici à l'entrée 2 grandes pierres rondes. Alors ces pierres-là, ce n'était pas pour les canons, parce que si on aurait mis des pierres comme ça dans un canon, elles auraient cassé en 1000 morceaux, mais c'était des pierres pour les catapultes. Parce que comme je l'ai déjà dit à l'entrée, au tout début du château, on n'avait pas encore inventé la poudre. La poudre n'est venue que plusieurs centaines d'années après le début de la construction du château. Et avec une catapulte, on pouvait envoyer ces pierres-là jusqu'à peu près 300 mètres de distance. Et ces pierres-là, elles font quand même entre 70 et 80 kilos par pierre. Et on imagine bien que si on reçoit ça sur la tête, ça ne fait pas du bien, évidemment. Donc ici, nous allons arriver maintenant à la cave à vin du château. C'est ici qu'ils stockaient le vin. C'était très important à l'époque, le vin, parce que comme parfois l'ennemi pouvait empoisonner l'eau du puits, avec le vin, au moins, on était sûr de boire quelque chose qui n'était pas mauvais pour la santé. Ce n'était pas du tout le même vin que ce qu'on boit à l'heure actuelle. C'était un vin un peu moins alcoolisé. Ici, dans la 2e cave, nous avons la cave à victuailles. Cette cave, en fait, servait un peu de frigo, parce qu'ici, dans le souterrain, la température est toujours à peu près constante, et donc ça permettait de garder les aliments au frais. Alors ici, dans la voûte, on voit de nouveau 2 grands trous. Ces trous-ci, ce ne sont pas des assommoirs, ces trous-ci, c'était des cheminées. Parce qu'ici, dans le souterrain, pour voir clair, à l'époque, il n'y avait pas de lampes électriques comme maintenant, on utilisait des flambeaux. Mais les flambeaux de l'époque, ils étaient faits avec de la mauvaise résine et donc faisaient beaucoup de fumée. Et pour finir, il y avait tellement de fumée ici dans le souterrain que les gens ne savaient plus respirer et ne voyaient plus clair. Et donc, grâce à ces trous-là, ces trous de cheminée, on pouvait créer une circulation d'air, la fumée pouvait sortir et comme ça, on pouvait toujours donc, voir clair et respirer dans le souterrain. Alors ici, nous voyons en face du souterrain la grande poudrière. On voit que cette grande poudrière a été taillée dans le rocher. Et ça, c'était fait aussi pour protéger la poudre. Parce que comme le dit l'expression « mettre le feu aux poudres », l'ennemi essayait toujours d'allumer la poudre pour faire sauter le château. Alors on s'est vite rendu compte que tailler un rocher, c'est plus solide que construire une maison ou un abri. Et ils avaient taillé le rocher profondément pour mettre la poudre à l'abri. Et d'ailleurs, je propose, on va aller voir maintenant l'intérieur de cette poudrière. Donc ici, on se trouve à l'intérieur de la poudrière. On peut constater que cette poudrière est assez profondément taillée dans le rocher. Et puis, si on regarde sur le côté gauche, on voit des toutes petites fenêtres. En fait, il ne fallait pas faire des fenêtres trop grandes parce qu'il fallait à tout prix éviter que les rayons du soleil ne puissent rentrer dans la poudrière parce que cela aurait pu mettre le feu aux poudres.
Donc tout était fait pour protéger la poudre. Donc pour protéger la poudre, elle était recouverte de charbon de bois. Comme ça permettait d'enlever l'humidité de la poudre. Comme ça, elle restait toujours bien sèche et prête à l'emploi. Voilà, alors ici, on va continuer l'ascension jusqu'au niveau du haut de la tour d'Autriche. Quand on sera en haut de la tour d'Autriche, tout en haut, parce qu'il y a une petite partie, un escalier en bois, on sera à peu près à 75 mètres au-dessus du niveau de la semois. Alors l'escalier, il y en a beaucoup. Alors ici, on se trouve maintenant au sommet de la tour d'Autriche. La tour d'Autriche est la plus haute tour du château. On se trouve ici à peu près à 75 mètres au-dessus du niveau de la semois. Et on a la semois qui fait son méandre ici autour du château. Donc le château fort de Bouillon, il est très très long. Il fait 340 mètres de long sur 40 mètres de large dans la partie la plus large. Alors sur la semois, nous voyons maintenant 3 ponts. Le pont ici, le petit pont, c'est le pont de Courdemois qui permet de rejoindre une abbaye cistercienne qui est là-bas derrière, qui est l'abbaye cistercienne de Courdemois. Le pont qu'on voit là-bas, ça c'est le pont de Liège. Et il s'appelle pont de Liège parce qu'en 1096, Godefroy de Bouillon, il a revendu son château au prince-évêque de Liège. Et avec l'argent de la vente du château, il a pu acheter de l'équipement pour son armée, pour pouvoir partir jusqu'à Jérusalem. Godefroy de Bouillon est donc parti en 1096 à Jérusalem. Il aura mis 3 ans pour arriver jusqu'à Jérusalem, parce que Jérusalem, ce n'est pas à côté de la porte, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de train, pas de voiture et tout ça. Ils sont donc partis à pied avec quelques chevaux. Il est arrivé en 1099 à Jérusalem. Il a pris Jérusalem et il a refusé le titre de roi de Jérusalem parce qu'il ne voulait pas porter une couronne d'or, là où le Christ a porté une couronne d'épines. Il s'est fait donc appeler avoué du Saint-Sépulcre. Et puis 1 an après, Godefroy de Bouillon a été assassiné. On pense, mais les historiens ne sont pas tout à fait sûrs, qu'il aurait été empoisonné. Et donc il n'est jamais revenu ici à Bouillon. Et donc son château est resté la propriété des princes-évêques de Liège à qui il l'avait vendu. Et le 3e pont qui est ici, juste à ma droite, un peu ici derrière, ça c'est le pont de France. Et lui on l'a appelé pont de France parce qu'en fait on est ici à 5 km de la frontière française. Alors sous le mât tout en haut, donc, on voit le drapeau de Jérusalem, cette grande croix rouge avec 4 petites croix sur les côtés. En fait, les 2 croix du bas représentent les plaies au pied du Christ. Les 2 petites croix au-dessus représentent les plaies dans les mains du Christ. Et la grande croix centrale représente la plaie au cœur. C'est le drapeau de Jérusalem. Et après, c'était le drapeau des Templiers quand ils sont revenus. Alors ici, à l'arrière du château, nous voyons également une colline. En haut de cette colline, tout en haut, on voit un petit bâtiment. Ce bâtiment, c'est la Ramonette. La Ramonette, c'était la première tour défensive de Bouillon. C'était simplement une tour en bois sur une base en pierre. Et c'est au départ ça qui servait à défendre Bouillon. Et la crête rocheuse qui était là, elle a été taillée à l'arrière pour protéger l'arrière du château par Vauban. Et il faut s'imaginer le travail colossal qu'il a été de tailler comme ça l'arrière de cette colline pour pouvoir protéger le château.